La question de l'analité et du contrôle musculaire, pour moi, est très liée. Alors, on a été habitué dans l'enseignement freudien à surtout mettre l'accent sur l'analité, mais je crois qu'il faut bien prendre la mesure du fait que l'analité, c'est le contrôle d'une musculature particulière, celle des sphincters. Et je crois que si on veut comprendre un certain nombre de phénomènes qui se passent aujourd'hui, la violence des adolescents, mais maintenant la violence des enfants, et le mettre en lien avec la psychopathologie, la manière dont on comprend les choses dans le développement, je crois que c'est très intéressant de lier ces phénomènes, de l'analité et de la muscularité. Un petit enfant qui se développe, quand il est dans la deuxième partie de la première année, entre 6 et 12 mois, il apprend à attraper les objets avec sa main. Donc il commence déjà à contrôler un peu sa musculature. Et puis dans les mêmes instants, il a regardé les choses qu'il contrôlait avec sa main. Donc il y a des boucles comme ça d'interaction à l'intérieur même de son corps qui se font progressivement. Quand il a 1 an, il se met debout au barreau de son lit. Et puis quand il a, après 14, 15, 16 mois, il se met à marcher, à gambader, puis à courir. Ce faisant, on croit qu'il acquiert l'autonomie, bien entendu qu'il l'acquiert, mais en même temps, il acquiert quelque chose de très essentiel pour lui, c'est de contrôler sa musculature. Alors si on fait coïncider ce phénomène avec un autre qui existe dans son développement, c'est-à-dire que quand il prend quelque chose, tout le monde autour de lui dit « Oh, regarde, il a pris quelque chose ». Quand il lâche quelque chose, tout le monde dit « Oh, il a lâché quelque chose ». Il marche, il court, tout le monde est en train en permanence d'accompagner ces développements musculaires d'un certain nombre d'applaudissements et d'encouragements. Alors cet enfant qui est en train de mettre au point ce qu'on appelle habituellement la toute-puissance infantile, il est très encouragé à continuer et il va falloir en même temps limiter cette toute-puissance parce que sinon ça continue toute la vie, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il y a un seul endroit où ça continue toute la vie sans que ça gêne personne, c'est dans le fantasme. Mais en dehors de ça, dans notre comportement, si on continue à prendre tout ce qu'on a envie et à jeter tout ce qu'on n'a pas envie, eh bien la vie sociale est totalement impossible. Alors à la fin de la deuxième année, à propos de l'apprentissage de la propreté, l'enfant va apprendre que quand même, si on veut vivre en société, on ne peut pas faire caca tout le temps dans sa couche. On est obligé de le faire dans un endroit qui est prévu pour ça, et ça va être l'objet d'un apprentissage. Alors je fais remarquer en passant que cet apprentissage, on commence à le proposer à un enfant qu'à partir du moment où il est prêt, sur le plan physiologique et psychologique, à l'accepter. Alors sur le plan physiologique, évidemment, il a besoin d'avoir tout ce qu'un enfant qui va devenir propre a besoin d'avoir, c'est-à-dire un développement corporel satisfaisant, mais aussi psychologique, c'est-à-dire la capacité qu'il aura de limiter quelque chose qui pourrait ne pas limiter parce que ça lui rend beaucoup service, notamment en matière de plaisir, de continuer à faire ce qu'il veut faire, et il va être obligé de se limiter dans cette propension qu'il avait à obtenir son plaisir quand il voulait. Et là, il va le faire parce que ses parents vont lui demander, et ses parents vont le faire parce que la société, le groupe social le lui demande. Et alors là, on pourrait dire que c'est une articulation très importante puisque finalement cet enfant, par cet exemple de l'apprentissage de la propreté, nous montre qu'il peut limiter sa capacité à utiliser sa musculature et s'en servir pour répondre à des consignes qui viennent du groupe social par l'intermédiaire de ses parents. Et ce qu'on imagine mal, et assez souvent c'est quelque chose qui passe trop inaperçu, c'est que si cet enfant peut faire ça, ça veut dire qu'il a intériorisé quelque chose qui serait que trop de plaisir uniquement pour moi, si ça entraîne trop de déplaisir pour les autres, à ce moment-là, je suis capable de faire une juste mesure entre les deux, de façon à ce que je puisse limiter mon plaisir personnel à la mesure du déplaisir que ça occasionne aux autres. Alors si on regarde bien ça de près, bien sûr ça s'applique à la propreté, mais ça s'applique aux relations sociales entre les gens, et notamment à l'utilisation de
la violence, l'utilisation de l'emprise, l'utilisation de l'objet des autres, qui ne peut se faire qu'à condition que ça ne soit pas un déplaisir trop grand pour les autres. Je pense que quand l'enfant, vers la fin de sa 2e année, au début de sa 3e année, peut faire cette intériorisation de cet objet social, limite ton plaisir à la mesure du déplaisir des autres, il va apprendre là beaucoup plus que la propreté sphinctérienne. Il va apprendre, on pourrait dire, à vivre dans une société dans laquelle la relation entre un sujet et les autres sujets ne peut se faire que dans une juste mesure, sur un pied d'égalité, sur des plaisirs partagés. Et je crois que quand un enfant a intériorisé ces choses-là, il est capable de limiter sa capacité à nuire aux autres et donc à se retenir de sa violence. Et je crois que là, il y a une sorte de clé, d'opérateur, on pourrait dire d'une instance organisationnelle pour l'enfant qui est tout à fait fondamentale pour la vie en société.